Alors, on va passer à une deuxième vidéo avec une bonne nouvelle. Vous ne devrez pas bouger cette fois-ci, parce que la vidéo ne fait que 15 secondes. Donc, on a demandé à Jean-Claude Guibaud, finalement, si cette nouvelle technologie modifiait notre rapport au réel. S'en aperçoivent tous nos rapports avec la réalité, avec les autres hommes. Voilà, donc une réponse très courte, et il nous confirme donc que le rapport au réel est modifié. Donc peut-être quelles sont les dimensions du réel qui sont modifiées? Peut-être les modifications neurologiques, Marc Cromlink. Oui, en effet, je faisais allusion à des recherches qui ont été faites sur des jeunes qui sont des joueurs de jeux vidéo et qui jouent aux jeux vidéo de manière extrême. On ne va pas dire addiction parce que le terme n'est probablement pas adéquat. Et où on montre que la frontière entre le virtuel et le réel commence à devenir extrêmement floue. Au fond, ces jeux vidéo ont une telle présence de réalité, surtout quand le jeune, ou le moins jeune d'ailleurs, se met en jeu lui-même dans le jeu, avec l'avatar, etc. Eh bien, il y a là une sorte de situation, je pense, qui doit interpeller terriblement fort le système nerveux. Où il est vrai que lorsqu'on ouvre les yeux, lorsqu'on interagit avec le monde, ben, il y a l'altérité du monde par rapport à cette identité, à ce moi qui agit sur le monde. Et donc, le fait probablement de cette imprégnation tellement longue et forte, motivationnelle et émotionnelle en plus, brouille les relations au réel. Et je ne sais pas ce qu'à terme, poussé à la caricature, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais ça doit certainement entraîner, sinon des aspects un peu hallucinatoires, en tout cas des phénomènes étranges. D'accord. Olivier Servet, on parle de rapport au réel qui change, d'addiction, de jeux vidéo extrêmes. Moi, comme Marc, je n'utilise pas non plus le terme addiction parce que c'est très relatif et très normatif. Et puis, pas mal de praticiens intenses que j'ai rencontrés comme anthropologues ont plutôt... je veux dire, seraient comme vous et moi dans la salle. Donc je crois qu'il faut se méfier des jugements hâtifs, particulièrement dans la transformation. Je citais ce matin un de mes collègues américains, Tom Bulstorff, qui était frappé de voir que les réactions dans la société par rapport à ces transformations étaient exactement les mêmes, contexte à part, de celles du télégraphe aux États-Unis au milieu du 19e siècle. Et donc toute mutation importante, notamment dans la communication, entraîne évidemment dans la société des craintes, des peurs. Alors je voudrais embrayer sur ce que Marc disait quand il parlait des transformation dans le corps. Je crois qu'il y a transformation aussi dans le corps social. Parce qu'au fond, pour l'anthropologue, il y a bien sûr le corps de l'individu, mais il y a aussi le corps social dans sa structure. Nous avons une structure sociale, les institutions, la manière de fonctionner collectivement dont l'école est d'ailleurs le produit, qui a été ancrée dans la modernité, donc dans plusieurs siècles finalement d'habitudes de fonctionnement collectif. Et tout ça aujourd'hui est mis à mal, est transformé et va devoir véritablement s'adapter. Alors un mot qu'on a utilisé abondamment mais qui m'apparaît capital, c'est le terme de pair. P-A-I-R-S. Aujourd'hui, on parlait communauté de pairs d'enseignants, mais moi je vais plus loin. Certains élèves disent, mais non, être pair, c'est aussi changer le rapport enseignant-enseigné. Dans les univers numériques que moi j'explore comme anthropologue, on est beaucoup plus dans une logique de compagnonnage, par exemple. Je retrouve presque des choses que comme historien j'avais vues au Moyen-Âge, où on a au fond établir un chef-d'œuvre, et puis quand le chef-d'œuvre, par l'accompagnement, est accompli, on devient maître soi-même. Donc là aussi, on a vraiment des mutations dans les relations entre les personnes qui sont considérables. Justement, en termes de relations, on vient de voir passer un tweet, le numérique comme vecteur de relation ou comme vecteur d'isolement? Alors c'est les deux à la fois, inévitablement, parce que tout dépend de comment, d'une part, on le gère personnellement et puis de comment on y est éduqué. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un immense pas à faire sur l'éducation à l'usage, en fait. Et quand je dis l'éducation, c'est pas seulement l'école, c'est vraiment quelque chose, la société en termes de prise en main de ces générations. Et quand je dis éduquer, ça va dans les deux sens. On doit autant éduquer des retraités qu'on doit éduquer des jeunes. C'est un phénomène total qui touche toutes les strates. Et ça, c'est peut-être une nouveauté. On a beaucoup
beaucoup réfléchi, moi qui travaillais originellement comme anthropologue avant de travailler sur le numérique au Canada. Au Canada, chez les Ojibwa où je travaillais, le modèle de transmission, c'était les grands-parents transmettent aux petits-enfants et les parents pourvoient aux deux autres générations et à eux-mêmes. Modèle très différent d'une autre. On est dans un modèle qui s'est beaucoup plus complexifié, qui s'est spécialisé, qui a confié aussi à des collectifs institués le fait de gérer cette transmission. Je crois qu'aujourd'hui, on bascule vers une logique différente qui va peut-être nous amener d'ailleurs à devoir mettre à plat un certain nombre de tabous sur les fonctions finalement qui avaient été confiées dans la société pour cette transmission et aussi pour cette part de création finalement sociale. Voilà.